Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette édition du mercredi 10 janvier dont voici tout de suite les titres. Elle a remporté l'Open des artistes 2017 sur le thème du rire. Antonella Fonzi expose pour la première fois à la galerie L'Entrepôt. Nous vous ferons découvrir son travail. Un peu de musique avec le premier Happy Hour de l'année, proposé par une formation réduite de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, avec au programme Beethoven et Zemlinsky. Et comme chaque mercredi, nous refermerons cette édition en compagnie de notre invité de la semaine. Émilie Rousseau a eu le plaisir de rencontrer le chef étoilé Alain Ducasse dans le cadre enchanteur du Louis XV. Et avant de développer ces titres, nous revenons sur le premier conseil de gouvernement de l'année 2018. Il s'est tenu ce mercredi matin. Le ministre d'État était entouré des 5 conseillers ministres ainsi que du secrétaire général du gouvernement. Nous ouvrons une page culture avec l'exposition d'Antonella Fonzi à la galerie L'Entrepôt. Alberi da Viaggio est la première exposition personnelle de cette artiste italienne qui a remporté le prix du jury de l'Open des artistes de Monaco 2017. Le reportage est signé Fabien Bonilla, Alexandra Paolini et Eric Elkoubi. 81 tableaux de différentes tailles, parfois uniquement en noir à l'encre de Chine, parfois colorés. Alberi da Viaggio, voici le titre de l'exposition d'Antonella Fonzi, ou en français dans le texte, Arbre de voyage. Ce titre reprend 2 thèmes chers à l'artiste, le symbole de l'arbre, ancré dans la terre, et le voyage, synonyme de mouvement et de découverte. Ces œuvres sont présentées à la galerie L'Entrepôt, rue de Millau. Voyage et arbre sont 2 choses complètement différentes, parce que l'arbre c'est une chose qui est immobile, et le voyage c'est le mouvement. Et plusieurs de ces arbres je les ai dessinés en voyage, en étant en voyage. Et j'aime beaucoup les contrastes entre les 2 choses, mais je pense aussi que même si l'arbre il est ferme, il y a du mouvement à l'intérieur que je voudrais faire ressortir. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la figure de l'arbre. L'année dernière, Antonella Fonzi a remporté le prix de l'Open des artistes de Monaco 2017 dont le thème était le rire. Avec ce tableau, l'artiste italienne a été récompensée pour son dessin représentant des bouches rieuses telles des fleurs d'un arbre dépouillé. Outre cette exposition personnelle à l'Entrepôt, son œuvre fait la couverture des pages jaunes de l'annuaire 2017. Le top départ du prochain Open des artistes sera donné en février avec pour thème frontières limites comme épaisseur. En attendant, l'exposition d'Antonella Fonzi est à découvrir à la galerie L'Entrepôt jusqu'au 26 janvier. Séance Happy Hour à l'auditorium Régnier 3. Il s'agit du premier concert de l'année pour l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui se produisait en petite formation. Au programme 2 œuvres originales de Beethoven et de Zemlinsky, le récit de José Sacré. Peter Schuss et Katalin Schuss-Lucas violon, François Méraud alto, Thierry Amadi violoncelle, Thierry Vera contrebasse, Patrick Peignet et Laurent Bette corps, 7 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo passionnés de musique de chambre se sont réunis, ont longuement travaillé pour offrir au public ce concert unique donné le 9 janvier 2018 à l'auditorium Régnier 3. Un happy hour où se sont mêlés harmonieusement instruments à cordes et 2 corps, un ensemble original. Il est né d'une collaboration qu'on a depuis quelques années déjà en quatuor. Donc Peter m'a proposé à nouveau de participer au concert avec lui, donc j'en suis ravi. Et dans un programme qui est assez intéressant, qui est assez atypique, un sextuor de Beethoven qui est lui-même une transcription déjà plus ou moins à la base et qui de sextuor devient un septuor, c'est-à-dire que la partie de basse est complétée par la contrebasse de Thierry Vera. Ce qui donne à l'ensemble une profondeur et une richesse sonore qui est assez sympa. Et bien évidemment, c'est la fête du corps, parce que là, les 2 cornistes s'en donnent à cœur joie. Des parties très difficiles, mais qui sont assurées de manière magnifique par nos 2 cornistes, Patrick et Laurent. On a pas mal répété pour ce concert, je dois dire, sachant qu'il y a le quatuor de Zemlinsky qui vient s'ajouter et qui là aussi est une œuvre très intéressante, très complexe, très difficile, d'une écoute peut-être
Je sais pas, je suis assez curieux de voir comment les gens vont recevoir ce quatuor. C'est une œuvre qui à jouer est très agréable et j'espère à écouter aussi. Alexander Zemlinsky sera au programme du prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, des 100 musiciens de l'orchestre cette fois. Ce sera le 21 janvier prochain, à l'auditorium Régnier 3, où l'une des œuvres les plus célèbres de Zemlinsky sera donnée, La Petite Sirène, sous la direction d'une femme chef d'orchestre, Simone Young. C'est l'heure à présent de retrouver notre invité du mercredi. Émilie Rousseau a rencontré le célèbre chef aux multiples étoiles, Alain Ducasse. On regarde leur entretien. Alain Ducasse, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes aujourd'hui l'un des noms les plus connus de la gastronomie française. Ensemble, nous allons faire un tour d'horizon de votre actualité. Elle est multiple. On va revenir tout d'abord sur la sortie de l'ouvrage « Cuisine de roi à Versailles », un livre de recettes qui a nécessité de longues heures de travail. D'où vous est venue l'idée d'écrire cet ouvrage, de composer ces recettes d'antan ? D'abord, j'avais rêvé de m'installer dans le château de Versailles. J'ai des rêves comme ça. Un jour, j'ai rêvé de venir à Monaco. J'y suis venu il y a un peu plus de 30 ans. J'ai rêvé d'être sur la Tour Eiffel et finalement j'y suis arrivé. Et j'avais rêvé, un jour je m'installerai dans le château de Versailles. Mais il ne s'agissait pas juste d'investir, il fallait raconter une histoire. Et raconter l'histoire, c'est d'aller voir ce qui se passait il y a 3 siècles. Et nous avons travaillé avec des historiens de Versailles avec beaucoup d'attention. On a beaucoup appris d'ailleurs. On a extrait la synthèse de ce qu'on imagine que la cour mangerait aujourd'hui. Donc effectivement, le soir, on fait des dîners prestigieux, qui sont des dîners royaux, avec un séquençage de mets qui se rapproche de l'histoire sans être aussi généreux. En fait, ils ne mangeaient pas tout, ils avaient beaucoup de propositions, mais ils mangeaient peu, ils goûtaient. Et donc c'est cette idée qu'on a mis en scène de manière contemporaine, avec un choix des arts de la table remarquable. On a réédité des vaisselles anciennes. Voilà, on vit une expérience extraordinaire dans le château de Versailles. Et finalement, ça vaut le voyage. Le manger bon, le manger sain, vous en parlez aussi dans « Manger est un acte citoyen ». Est-ce que l'on peut revenir sur le message de ce livre ? D'abord, ça c'est l'avant-dernier livre, « Manger est un acte citoyen ». C'est une proposition claire du cuisinier que je suis pour exprimer que si tous les individus qui habitent cette planète doivent avec certitude se nourrir, tout le monde doit pouvoir accéder à une nourriture suffisante pour satisfaire l'individu en tant qu'humain. Et pour cela, il faut manger différemment. Donc, mais déjà à Monaco, depuis toujours, nous avions un menu légumes. Il y a 30 ans que je fais un menu tout légumes et céréales. Donc de là à Paris, je fais un restaurant d'éducation au Place Athénée. Le thème, c'est des légumes, des céréales et des poissons de pêche durable. Ou dont on connaît la saisonnalité de pêche, ça veut dire qu'on est respectueux de la planète et de ses ressources rares, avec moins de gras, moins de sel, moins de sucre, et la prise de conscience que l'individu, quand il mange, il est responsable, il est éco-responsable de la manière de ce qu'il a acheté, à qui il a acheté et pourquoi et comment. Et je pense que dans un monde googlisé, globalisé, mondialisé, il est toujours bien de savoir ce que l'on mange. On est surinformé. Encore faut-il savoir avoir la juste information, en tout cas de prendre la décision de manger de manière citoyenne et de manière éthique et de manière durable. Et on l'illustre tous les jours en termes de nourriture. Et c'est ce que l'on fait à Monaco depuis toujours, une grande attention au sourcing, une grande attention au végétal, une grande attention aux hommes et aux femmes qui font, avec un grand respect et un lien avec d'où ça vient, et pourquoi, et qui l'a cultivé, et pourquoi ça a été pêché, et comment. Voilà. Donc ce sont toujours des belles expériences. Le Louis XV, Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris. Ici, c'est un magnifique écrin. C'est aussi une belle histoire d'amour qui est née entre vous et la principauté il y a 30 ans maintenant. Oui, c'était une demande du prince Régnier qui m'avait convoqué un jour en disant « Qu'est-ce que vous allez faire, jeune homme ?» Je lui ai dit « Écoutez, laissez-moi quelques jours, je reviendrai vous présenter
ce que je vais faire. Et j'ai écrit 17 pages et j'ai fait ce que j'avais écrit. Et finalement, les 3 étoiles sont arrivées. Ici, nous sommes dans un site provisoire, compte tenu que les travaux sont encore en cours dans l'hôtel de Paris. C'est bientôt terminé, à la fin de l'année, c'est terminé. Donc, on est dans un site qui sera un restaurant phare de l'hôtel. Nous avons au dernier étage, nous aurons le grill, nous aurons ce restaurant ici et nous aurons le week-end. Je vais revenir à l'adresse d'origine qui donne sur la place du Casino. C'est pas loin, mais voilà, nous sommes dans un luxueux espace provisoire qui deviendra définitif pour le prochain restaurant. Et puis parfois on vous lance des défis, c'est le sens de la question que l'une de nos internautes vous a posée via nos réseaux sociaux. Elle se demandait comment avez-vous pu concocter des plats pour l'astronaute Thomas Pesquet. On a commencé avec la nourriture spatiale en 2011 à la demande du Centre européen spatial, que je suis European Space Agency, qui est à côté d'Amsterdam. Je suis allé voir à la demande. Ils en avaient marre d'entendre que les spationautes, quand ils rentraient sur Terre, trouvaient tellement la nourriture terrible. Il y a une nourriture qui est nécessaire pour l'humain, mais il faut aussi avoir un peu de plaisir. Donc à cette demande-là, je suis allé voir les contraintes et on a travaillé en 2011, on a commencé à embarquer pour les Français, pour les vols spatiaux habités, de la nourriture que nous avons affinée. Donc Thomas Pesquet bénéficie de 8 ans, 10 ans d'expérience. Donc finalement, il arrive à bon moment et j'ai déjeuné avec lui il n'y a pas longtemps, depuis qu'il est rentré sur Terre. À Paris ? Une fois à la Tour Eiffel, pour être plus près des étoiles. Et j'ai d'ailleurs invité les spationautes, tous les Français qui avaient volé. Donc c'était la première fois qu'ils se réunissaient pour autre chose que pour travailler. Donc c'était un délicieux moment. Mais finalement, la nourriture que l'on prépare, qui est embarquée, d'abord elle est certifiée par tous les pays qui volent, les Américains, les Russes, les Français. Les Italiens mangent notre nourriture, les Allemands. Donc ce sont des conditions d'hygiène absolument draconiennes, à bactéries zéro, et avec une nécessité de concentrer le goût, parce que quand ils volent à plus de 400 km d'altitude, il y a une perte de perception du goût, donc on a concentré les goûts, zéro risque de bactéries. Et finalement, ils mangent pour des occasions, soit le week-end, soit pour un anniversaire, etc. Donc, oui, à peu près une fois par semaine, ils se mettent à table. Hein. Et bon, c'est un grand moment parce qu'à 400 km, on peut faire la nourriture partout en fait. Ouais. J'avais commencé en l'an 2000 avec le Concorde. À Mach 2, nous avons embarqué la nourriture. Et quand le prince Albert est parti au pôle Nord, je lui avais fait il a fait aussi le cobaye, puisque je lui avais donné des boîtes qui étaient certifiées pour l'espace, donc elles ont été certifiées pour le Grand Nord. Voilà. Donc ce sont des belles expériences parce que ça nous permet de nous enrichir d'expertise que nous allons nous attacher ensuite à partager avec le plus grand nombre au travers de nos écoles. Donc chaque fois, tout ce que l'on apprend, on le redonne. C'est pour ça que le Cuisine du Roi Versailles, c'est mon 38e ouvrage, parce que nous avons cette envie et cette passion de partager. Dernière question, Alain Ducasse, au vu de votre parcours, est-ce que vous avez encore des rêves à réaliser ? Je n'ai que des rêves. Là, nous allons ouvrir un certain nombre de restaurants dans le grand sud-est asiatique, et je crois le continent de demain, dans un quart de siècle, je pense que c'est cette grande zone où vit un peu plus de la moitié de l'humanité, puisque je crois qu'il y a 3,5 milliards d'humains qui vivent dans cette zone entre le Japon, le Moyen-Orient, l'Indonésie, l'Asie, la Chine et la Russie. Donc nous allons apprendre et ça finira toujours par nous enrichir ici de quelques techniques que nous ne maîtrisons pas encore, que nous allons découvrir. Voilà, oui, j'ai de nombreux rêves et je vais en réaliser un certain nombre. On le souhaite en tout cas que vous poursuiviez à réaliser tous vos rêves. Merci infiniment. Merci. Et à très bientôt. Merci à vous. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Passons à présent aux prévisions météo de ces prochains jours.
Le temps qui va s'installer à partir de jeudi sera un temps couvert et la journée ne sera donc que peu ensoleillée. Les températures oscilleront entre 7 degrés le matin et 11 degrés au meilleur moment de la journée. Vendredi, le temps restera couvert avec quelques éclaircies par moment. Samedi, le temps se couvrira progressivement dans le courant de la journée, température comprise entre 7 et 10 degrés. Dimanche, temps toujours couvert et même pluvieux. Les températures resteront stationnaires. Pour les jours suivants, lundi, la journée sera un peu plus ensoleillée que les jours précédents et mardi, temps instable, nuageux avec des averses possibles. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une agréable soirée sur Monaco Info.